Chers étudiants, nous allons parler aujourd'hui de la somnolence diurne excessive. La somnolence diurne excessive est définie comme un besoin non désiré de dormir dans la journée. Elle peut être secondaire à une privation de sommeil, à un sommeil fragmenté, donc peu récupérateur, ou à une authentique maladie de sommeil. La prévalence moyenne de la somnolence diurne excessive dans la société occidentale a été estimée dans une étude récente à 5 à 15%. Mais globalement, les différentes études sont pour une prévalence de la somnolence diurne subjective dans la population adulte de 6%. Et donc, la somnolence diurne excessive pourrait avoir des enjeux médico-légaux importants. Dans une étude qui a été effectuée au centre de diagnostic du CHU de Fès chez les consultants, dans une population âgée en moyenne de 44,7 ans, donc on a trouvé une prévalence de la somnolence diurne excessive basée sur le score des portes avec un score estimé à un score positif ou supérieur ou égal à 10, une prévalence de la somnolence diurne excessive de 9,5%, avec une distribution pour un score des portes entre 10 et 15 de 9,2%, et pour un score des portes sévère, c'est plus de 15, qui est de 0,27%. Dans une étude qui a été effectuée chez le personnel des CHU en 2014, on a trouvé une prévalence de la somnolence diurne excessive basée sur le score des portes qui dépasse les 30%, avec pas mal de gens qui ont des somnolences diurnes excessives. La somnolence au volant constitue un problème majeur de santé publique. En effet, la somnolence diurne excessive est la cause de 20% des accidents et de un tiers des accidents mortels de poids lourds. La somnolence sévère au volant multiplie par 8 le risque d'accident, et lorsqu'on conduit une automobile entre 2 et 5 heures du matin, le risque d'accident est multiplié par 6. Dormir moins de 6 à 5 heures par nuit multiplie par 2,7 le risque d'accident. La somnolence diurne excessive constitue un enjeu médico-légal important. C'est pourquoi il y a des lois en France, par exemple, pour interdire la conduite chez les individus souffrant de somnolence diurne excessive, et il n'y a pas d'autorisation à la reprise de la conduite qu'après avis d'un spécialiste du sommeil, avec obligation de réalisation d'un test de maintien d'éveil qui va évaluer l'état de la somnolence, surtout pour les permis lourds. Quel est le mécanisme de la somnolence diurne excessive? Pour rappel, il y a deux mécanismes de régulation du sommeil, la régulation homéostatique et la régulation circadienne. En effet, la régulation circadienne, qui dépend de l'horloge biologique, est liée aux synchroniseurs internes et externes. En dehors de tout synchroniseur externe, l'horloge biologique qui existe au niveau des noyaux suprachiasmatiques va contrôler les horaires du sommeil en dictant de manière cyclique et rythmique des zones interdites de sommeil, ou appelées zones d'éveil, et des zones facilitatrices de sommeil, avec des points qui correspondent aux portes de sommeil, c'est-à-dire la fin de la zone interdite d'éveil, et une porte de réveil interne de l'horloge biologique qui correspond au début et à la fin de la zone facilitatrice du sommeil. Et de manière parallèle, il existe une distribution ultradienne du sommeil paradoxal qui se fait aussi de manière cyclique. Cette diapo illustre la périodicité des signaux d'éveil et sommeil dictés par l'horloge biologique.
En effet, l'horloge biologique envoie des signaux d'augmentation de la vigilance, exprimés ici par la latence d'endormissement. Donc, si ce signal de vigilance va augmenter pour atteindre un pic, puis il va diminuer progressivement, ce qui va faire entraîner l'apparition d'une zone d'éveil avec le pic de vigilance. Et dans cette zone d'éveil, la personne, il est difficile à faire dormir et il y a une zone de sommeil qui correspond à la partie basse de vigilance où la personne elle est difficile à réveiller. Et à la fin de ces deux zones-là, il y a une porte de sommeil où la personne peut commencer à dormir et ceci doit être facilité par des éléments externes et c'est le rôle de l'obscurité. Et puis, il y a la zone de sommeil qui est suivie par un point de réveil interne où la personne peut se réveiller et il doit être facilité aussi par un synchroniseur externe qui est ici la lumière du jour. En fait, il n'y a pas uniquement une zone d'éveil maximale et une zone de somnolence maximale. En réalité, il existe deux phases de propension de somnolence maximale. Une très intense, de 3 heures à 5 heures du matin, et une de moins intense, de 3 heures à 5 heures du soir. Et pour l'éveil, il y a deux zones aussi interdites où l'individu est éveillé, incapable de dormir, une en fin de matinée et l'autre en début de soirée. La capacité à rester éveillé ou à s'endormir résulte de l'action combinée des deux forces, la dette homéostatique et la phase du système circadien. L'horloge biologique joue un rôle important dans la régulation du cycle veille-sommeil. En effet, on sait que l'horloge biologique contrôle plusieurs rythmes dans l'organisme et donc parmi lesquels le rythme veille-sommeil. Et cette régulation du rythme veille-sommeil intervient par des mécanismes neurologiques et hormonaux pour contrôler le système d'endormissement au niveau hypothalamique. Et cette rythmicité, si une personne s'isole des synchroniseurs externes, en particulier la lumière ou les synchroniseurs sociaux, et qui se trouve en libre cours, cette horloge biologique va évoluer pour son propre rythme. Donc ce rythme n'est pas égal à 24 heures, mais il dépasse 24 heures, et le rythme de l'horloge biologique est aux alentours de 24,1 à 20,4,2 heures. Et ce qui fait que on a besoin d'un synchroniseur pour réguler une durée constante de l'horloge biologique. Ce synchroniseur, c'est la lumière et les synchroniseurs externes, en particulier les synchroniseurs sociaux. Le facteur myostatique vient aussi pour réguler cette périodicité de l'horloge biologique, mais le problème c'est que le facteur homéostatique et le facteur circadien évoluent de manière opposée. En effet, le facteur homéostatique augmente le signal de somnolence à mesure que la journée progresse, et plus une personne est éveillée, plus ce signal augmente, et il semble que l'adénosine joue un rôle important dans ce facteur homéostatique. Donc, ce signal de sommeil qui augmente au cours de la journée, en parallèle, l'activité rythmique du système circadien s'oppose à ce facteur homéostatique et augmente le signal d'alerte et de vigilance qui est médié par le noyau suprachiasmatique et qui va augmenter au fur et à mesure dans la journée pour atteindre un maximum juste avant le début du sommeil. Et cette modification va nécessiter l'intervention de la lumière et de l'obscurité. Et l'obscurité va jouer un rôle important pour stimuler la sécrétion de mélatonine et déclencher le sommeil.
Ce schéma, on l'a déjà vu dans la régulation du sommeil, dans le chapitre du sommeil normal, et vous voyez bien que le processus S qui correspond au processus homéostatique fait que la pression du sommeil va augmenter au fur et à mesure quand on est éveillé au cours de la journée. Par contre, le processus C, qui est le processus circadien, qui est le signal de vigilance, va augmenter aussi au fur et à mesure dans la journée, tant qu'on est éveillé. Et donc, on a besoin du signal d'obscurité pour stimuler la sécrétion de mélatonine et diminuer le signal de vigilance. Donc, au moment du coucher normal, le signal d'alerte et le signal de sommeil sont à leur plus haut niveau. La sécrétion de mélatonine modulée par la lumière va conditionner le résultat. La stimulation des récepteurs MT1 qui existent au niveau des noyaux suprachasmatiques est censée diminuer ce signal d'alerte, tandis que la stimulation des récepteurs MT2 est censée être impliquée dans la synchronisation de systèmes circadiens. La somnolence va apparaître parce qu'il y a soit une privation aiguë de sommeil, soit qu'il y a un sommeil irrégulier dans des zones incompatibles avec le rythme circadien. Donc la privation aiguë du sommeil va s'accompagner d'un rebond de sommeil profond dans la nuit de récupération avec un allongement de la durée du sommeil. Dans ce schéma-là, vous voyez bien qu'il y a un allongement de la période du sommeil dans la nuit de récupération avec en plus un rebond des ondes lentes, donc SWA, ça veut dire les ondes lentes en anglais, et des ondes delta témoignant d'une dette de sommeil qui a précédé la nuit de récupération. Et donc cette dette de sommeil qui est due à la privation aiguë de sommeil, qui répond aux exigences du mécanisme homéostatique, c'est une dette à rembourser après, soit au cours de la journée, soit au cours de la nuit de récupération, et ce qui va être responsable de la sensation de somnolence. L'objectif, c'est pas d'avoir un nombre exact d'heures de sommeil pour récupérer, mais plutôt une quantité suffisante de sommeil à ondes lentes à récupérer. Et ce qui semble que le sommeil à ondes lentes est très important pour la restauration du corps et du système nerveux central. Et donc, la privation aiguë du sommeil va entraîner une augmentation de la somnolence, témoin de pression de sommeil, une augmentation de la quantité de sommeil lent profond lors de la nuit de récupération et une augmentation de la durée du sommeil aussi lors de la nuit de récupération. Donc ce schéma, on l'a déjà vu dans le chapitre régulation de sommeil inclus dans le cours de learning du sommeil normal et dans lequel on a fait deux expériences, une expérience de privation de sommeil, une nuit de privation et une expérience de sieste de sommeil. Et donc dans l'expérience de nuit de privation, on constate bien en rouge un rebond du sommeil dans la nuit de récupération. Par contre, à l'opposé, une sieste qui est faite au cours de la journée va réduire la quantité de sommeil dans la nuit qui suit. Donc, comme on a vu, la privation de sommeil joue un rôle important dans le mécanisme de somnolence qui est dû surtout à la régulation homéostatique. Donc, dans la nuit de récupération, on a vu que c'est le sommeil à ondes lentes qui est influencé par l'homéostasie, mais il n'y a pas que le sommeil en ondes lentes qui est influencé, il y a aussi le sommeil paradoxal, mais à un moindre degré, puisque on sait que le sommeil paradoxal, en lui-même, il a un rythme particulier qui s'appelle un rythme ultradien. Et donc ce sommeil paradoxal est partiellement influencé par l'homéostasie, est plutôt influencé par le rythme circadien, mais ceci ne va pas apparaître de manière rapide, il ne va apparaître qu'après une privation de sommeil très prolongée. Donc on a vu que la privation de sommeil implique essentiellement le mécanisme homéostatique
Et lorsqu'on dit privation de sommeil, on ne parle pas uniquement de durée de sommeil, mais aussi le fait d'avoir un sommeil fragmenté, tel que va on le noter dans le syndrome, par exemple, d'apnée obstructive du sommeil, ou dans le cadre des mouvements, syndrome de mouvement périodique de jambes. Donc, dans ces syndromes-là, vous aurez aussi un sommeil fragmenté qui va se comporter comme privation aiguë de sommeil. Mais il n'y a pas que la privation de sommeil qui fait intervenir surtout le mécanisme statique. Il y a aussi le fait de dormir ou de choisir de dormir ou de rester éveillé dans une mauvaise période du cycle circadien. Et ceci, on va le noter surtout dans le cadre des troubles du rythme circadien, le travail posté par exemple, les voyages intercontinentaux avec des franchissements de plusieurs fuseaux horaires, c'est ce qu'on appelle le jet lag syndrome, et aussi dans le syndrome de retard de phase par exemple. Et dans ce cas-là, on a introduit des synchroniseurs où on les a amplifiés au mauvais moment circadien, ce qui va conduire à des troubles du sommeil et tout particulièrement à une tendance à la somnolence. Nous avons vu le mécanisme de la somnolence dure et excessive. Nous allons maintenant parcourir les conséquences de la somnolence dure et excessive. Ces conséquences intéressent principalement quatre domaines principaux: les performances et la productivité au travail et à l'école, le retentissement sur les fonctions cérébrales supérieures, le retentissement sur la qualité de vie et les interactions sociales, et le retentissement sur la morbidité et la mortalité. Tout d'abord, les conséquences sur les performances et la productivité, en effet, des effets néfastes de la privation de sommeil et aussi bien de la somnolence ont été constatés chez les patients atteints de narcolepsie, de syndrome d'apnée du sommeil, troubles du rythme circadien et les insomniaques chroniques. Ces effets sur la performance et la productivité ont été démontrés dans différentes études. Si on prend des groupes spécifiques, en particulier les gens qui font du travail posté, les élèves du collège par exemple, et de manière globale, tous les types de travaux, il y a un retentissement de la somnolence diurne excessive sur le rendement. Mais il n'y a pas que la somnolence, il y a aussi la morbidité qui est associée chez les travailleurs de nuit, les travailleurs âgés et les travailleurs postés en particulier, et les travailleurs postés femmes. Deuxième groupe de retentissement de la somnolence excessive, c'est le retentissement sur la fonction cérébrale supérieure et particulièrement le retentissement sur la mémoire, aussi bien la mémoire, surtout la mémoire à court terme, que la concentration, l'attention et les troubles cognitifs et aussi le retentissement de ces éléments-là sur la performance intellectuelle. Donc, les tests psychométriques montrent qu'il y a un allongement de temps de réaction des personnes somnolentes avec un nombre croissant d'erreurs, avec un temps nécessaire pour atteindre la cible allongée dans les tests de temps de réaction démontrés depuis 1995. Donc, toujours concernant l'atteinte des fonctions cérébrales supérieures, on a parlé des troubles cognitifs et leur altération au cours de la somnolence diurne excessive, mais aussi il y a eu des altérations des capacités de perception et des nouveaux apprentissages avec une irritabilité, l'anxiété, la dépression qui s'installent progressivement. Et Roth et Rowell ont démontré en 1996 qu'il y a des troubles d'apprentissage et des troubles cognitifs qu'ils ont liés à la vigilance qui était affaiblie. La somnolence diurne excessive retentit sur la qualité de vie et sur les relations sociales de l'individu, et ça on le note nettement dans les consultations des syndromes apnéiques et des patients qui ont des problèmes d'insomnie. Donc ces patients-là ont des problèmes de qualité de vie puisqu'ils sont souvent soumis à un stress psychologique
Ils sont souvent mal perçus par l'entourage, ils sont considérés parfois comme paresseux, comme des gens qui ne veulent pas réagir avec l'entourage, et ça va pas causer de sérieux problèmes conjugaux et sociaux chez l'individu. Et donc, c'est des patients qui vont avoir de sérieuses difficultés dans les relations interpersonnelles. Les études qui ont été effectuées chez les travailleurs postés, qui constituent environ 20 à 25% de la population active aux États-Unis, pratiquement 20 millions de personnes, ont montré que la majorité d'entre eux ont des difficultés de sommeil et de somnolence en raison de manque de sommeil et des problèmes de rythme circadien. Mais beaucoup d'entre eux ont une qualité de vie altérée avec des problèmes conjugaux et des problèmes de somatisation et particulièrement des problèmes gastro-intestinaux. Donc, si la privation de sommeil et les différentes études montrent que la somnolence diurne excessive retentit sur la qualité de vie et la qualité de relations sociales des patients somnolents, des découvertes récentes montrent que le fait d'éviter la privation de sommeil a des effets positifs chez les individus. En effet, une étude de 2010 chez des personnes âgées, en bonne santé, qui avaient plus de 75 ans, qui n'avaient aucune plainte de sommeil, a montré que prolonger la durée de sommeil à environ 7,5 heures de sommeil par nuit était associé à une meilleure qualité de vie, avec un meilleur état physique, avec une stabilité et des maladies durant plus de 30 mois. Le dernier groupe de conséquences, c'est la morbidité liée à la somnolence diurne. Concernant la morbidité, il est très difficile de mettre en liaison la relation cause à effet entre la somnolence excessive et les pathologies éventuellement organiques, mais plutôt la morbidité serait spécifique à chacun des troubles du sommeil, plutôt que la somnolence excessive de manière directe. De même, il est difficile de lier la relation cause à effet entre la somnolence diurne excessive et la différencier avec la relation cause à effet et le rôle de la privation de sommeil en elle-même. Par contre, la mortalité, oui, puisque on sait qu'il y a une mortalité augmentée liée à la somnolence diurne excessive, et particulièrement une mortalité liée à l'augmentation des risques d'accident. D'abord, le risque d'accident de la voie publique. En effet, en octobre 1995, Gallup avait il y avait le sondage de Gallup, et qui a montré que 50% des adultes au cours de la dernière année avaient conduit tout en se sentant somnolents. Et 31%, il était même assoupi au volant, et 4% avaient un accident de voiture à cause de la fatigue durant la conduite. Et donc, la somnolence au volant constitue vraiment un problème majeur en santé publique, puisque elle est responsable de 20% des accidents, de un tiers des accidents mortels de poids lourds, et la somnolence sévère au volant multiplie par 8 le risque d'accident. Certains moments de la journée sont plus propices à favoriser le risque d'accident, en particulier la conduite entre 2 heures et 5 heures du matin, multiplié par 6 le risque d'accident. De même, dormir moins de 5 heures multiplié par 2,7 le risque d'accident. Il y a aussi des données américaines qui appuient ces données d'augmentation du risque d'accident. En effet, des données de l'autorité de sécurité routière des autoroutes nationales des États-Unis, ces données montrent que 56 000 accidents par an résultent de la somnolence au volant chez les conducteurs. Les données de la police de l'État de New York montrent que 30% des accidents mortels sont dus à la somnolence au volant. Il y a environ 1 million d'accidents par an, soit un sixième de tous les accidents sont censés être produits par l'inattention ou la somnolence, et on incrimine comme cause de cette somnolence la privation de sommeil et l'inattention ou la fatigue. Il y a certains groupes qui sont plus vulnérables au risque d'accident liés à la somnolence diurne excessive. Tout d'abord, les chauffeurs de camions, et particulièrement
les gros camions ils sont particulièrement sensibles aux collisions liées à la fatigue et la somnolence dans des études anciennes de 1998 et presque un tiers sont liés à la somnolence et à la fatigue chez ce groupe de personnes. Ces personnes-là font des accidents souvent la nuit, alors qu'ils sont beaucoup somnolents, et on a constaté chez eux une forte prévalence de l'apnée du. Deuxième groupe à risque pour faire des accidents liés à la somnolence diurne excessive, ce sont les jeunes conducteurs masculins. Et ce a été documenté dans des études faites en Caroline du Nord en 1990, en 1991 et en 1992, où la somnolence diurne excessive était la cause de 55% des 44 333 accidents. Et où les conducteurs étaient des hommes âgés de 25 ans ou plus et qui étaient jeunes. Troisième groupe de risque pour faire des accidents dus à la somnolence diurne excessive, c'est la présence de troubles de sommeil particuliers spécifiques tels que l'insomnie non traitée, l'apnée du sommeil, la narcolepsie, le travail posté. Donc ces gens-là vont faire plus d'accidents automobiles que les autres conducteurs. Ceci a été analysé dans une étude de Costa de Silva en 1996. Les données marocaines concernant les accidents montrent qu'il y a une grande mortalité liée aux accidents avec un nombre important par rapport aux autres pays. Et par exemple, les données d'octobre 2010 à février 2011, où on a dénombré 24 829 accidents, dont 1187 étaient mortels. Souvent, on lit le risque d'accident dans notre pays à l'excès de vitesse, mais il n'y a pas de données réelles concernant le lien avec la somnolence. Donc, il y a une étude qui a été effectuée en collaboration entre la Société nationale des autoroutes du Maroc, l'ADM, et le service de pneumologie du CHU Biosina de Rabat en juillet 2012 auprès de 1000 conducteurs au niveau de l'autoroute. 15% des conducteurs déclarent avoir conduit pendant 5 heures sans s'arrêter. C'est déjà un facteur de risque d'accident. Il n'y a pas de données concernant le lien avec tout d'abord l'apnée du sommeil. Donc, mais par contre, on a noté que 64% des conducteurs avaient une fatigabilité pendant la journée qui pourrait être en rapport avec une maladie respiratoire au cours du sommeil. Ce qui est important de noter, c'est que 37% avaient dans les antécédents de la somnolence diurne en voiture et que 37% manquaient de 2 heures de sommeil environ alors qu'ils conduisaient dans l'autoroute. 30% avaient des signes de renflement ou de suffocation nocturne et 31% déclarent avoir dormi au volant au moins une fois le mois avant l'enquête. Donc c'est des chiffres très alarmants et qui témoignent qu'il faut revoir les causes des accidents dans notre pays et parce qu'il y a certains critères qui permettent de savoir est-ce que l'accident serait dû ou non ou lié ou non à un conducteur somnolent. À côté des accidents de la voie publique liés à la somnolence au volant, il y a les catastrophes nationales et internationales et qui sont liées aussi à la somnolence diurne excessive et aussi bien au niveau industriel que des catastrophes liées aux centrales nucléaires ou à des modes de transport particuliers. Et on cite comme exemple le déversement de pétrole de l'exemple Valdez en Alaska, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl dans l'ex-Union soviétique, le désastre nucléaire qui était près de Pennsylvanie, la catastrophe de fuite de gaz en Inde qui a fait 25 morts, et enfin la catastrophe de la navette spatiale Challenger. Donc, toutes ces catastrophes ont été liées à la somnolence diurne excessive. Il faut ajouter aussi
la catastrophe de Titanic, qu'on a attribué aussi à la somnolence diurne excessive. Donc ces catastrophes liées à la somnolence diurne excessive, qui sont liées à des accidents de travail, et cette augmentation du risque d'accident de travail liée à la somnolence diurne excessive a été attribuée par Garand Geiger dans une étude récente en 2014 à un impact négatif du manque de sommeil sur la cognition et qui va provoquer une augmentation du nombre d'échecs de réaliser les actions prévues dans les tests psychomoteurs. Ces troubles cognitifs peuvent avoir des conséquences graves lorsqu'on est dans des situations critiques telles que les situations de travail où on a besoin d'avoir une attention particulière. Nous allons voir maintenant les étiologies de la somnolence diurne excessive. Donc, les causes physiologiques de la somnolence diurne excessive sont illustrées principalement par la privation chronique de sommeil qui est due à la mauvaise hygiène de vie et aux horaires irréguliers de sommeil et d'hiver. Les personnes somnolentes dans ce contexte sont conscientes d'amputer volontairement leur temps de sommeil au profit bien sûr d'activités variées et c'est certainement la cause la plus fréquente de somnolence diurne. Mais ce syndrome qu'on va qualifier de syndrome d'insuffisance de sommeil n'est à l'origine en réalité que d'environ 6% des consultations pour somnolence. Dans ce contexte de somnolence diurne excessive due à la privation chronique de sommeil secondaire à la mauvaise hygiène de sommeil ou à des horaires de sommeil qui sont irréguliers, la somnolence est plus marquée en fin de journée et lorsque la situation est monotone ou par exemple au volant d'un véhicule, ce qui la rend très dangereuse. Les endormissements ne sont pas irrésistibles, mais ils sont très récupérateurs, surtout s'ils sont de longue durée. Les groupes à risque de présenter une somnolence diurne excessive à cause du style de vie ou du sommeil irrégulier sont les jeunes adultes, les travailleurs postés, les professionnels de santé, médecins, résidents et infirmiers, les pompiers et les policiers, les conducteurs, que ce soit de voitures, de trains ou de poids lourds. Chez les jeunes adultes, les facteurs sociaux jouent un rôle important dans leur privation de sommeil. En effet, les habitudes de couche tard qui sont liées aux relations sociales, habituellement liées maintenant à tout ce qui concerne les réseaux sociaux et les télécommunications, l'utilisation des portables, de l'Internet. Et puis vous avez aussi les facteurs sociaux liés au sport. En effet, les habitudes de sport, de plus en plus, on fait du sport le soir. Et les jeunes de plus en plus travaillent et avec des activités parascolaires qui obligent les jeunes à retarder leur heure d'endormissement. De même, avec une heure de sommeil tardive, en plus de ça, l'école, l'obligation de se réveiller tôt parfois, les obligations universitaires exigent souvent un travail de nuit. Si les facteurs sociaux sont importants chez les jeunes dans la privation de sommeil, il y a aussi des facteurs biologiques qui ne sont pas bien étudiés, mais ils peuvent jouer un rôle. En effet, les adolescents pourraient avoir un besoin supplémentaire d'heures de sommeil. Et en faveur de cet élément-là, c'est la tendance chez les jeunes d'avoir un retard de phase. Et ce retard de phase, en réalité, il est lié à une perturbation du système d'horloge circadienne. On a vu que la privation de sommeil est liée d'une manière importante au style de vie et aux habitudes de sommeil. Mais ce qui pose le plus de problèmes, c'est les autres causes de la somnolence diurne excessive, et en particulier tout ce qui concerne la désorganisation de l'architecture du sommeil et la fragmentation du sommeil. Donc, dans cette étude-là qu'on a fait chez les consultants du CHU de Fès en 2014, on a fait une analyse multivariable des différents facteurs qui vont déterminer la somnolence diurne excessive, et on a trouvé
entre autres la durée de sommeil, donc tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, mais aussi, en plus de ça, vous avez comme facteur de risque de somnolence diurne excessive, vous avez la probabilité importante d'avoir un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, on l'avait évalué par le score de Berlin, et avec un risque qui est multiplié par 5,72, et le renflement, l'existence de renflement qui multiplie le risque de somnolence par 3,57. Et ça serait probablement dû aussi au lien avec le syndrome d'apnée obstructive de sommeil. Donc, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque de somnolence diurne excessive. Dans l'autre étude qu'on a fait chez le personnel du CHU RSN2 2014, dans laquelle sort aussi le risque de SAOS et le renflement comme facteur de risque, mais en plus de ça, on trouve le travail posté comme facteur de risque de somnolence diurne excessive, et ceci a été démontré dans plusieurs études internationales. Donc, dans cette diapo, vous voyez que on rappelle que la cause la plus fréquente de la somnolence diurne excessive dans la population générale est le manque de sommeil, qui est associé à la privation de sommeil, surtout lié au style de vie et l'hygiène de sommeil. Et en plus de ça, donc on a vu dans les études qu'on a faites et on a dans d'autres études internationales que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est la seconde cause la plus fréquente et il constitue la plupart des patients qui vont consulter au laboratoire de sommeil pour un motif de somnolence diurne excessive. Il y a aussi les troubles du rythme circadien, et on avait mis en évidence ça pour le travail posté, mais il n'y a pas que le trouble du rythme circadien lié au travail posté. Vous avez tout ce qui concerne le retard de phase, l'avance de phase et le jet lag syndrome. Ces troubles du rythme circadien ont été aussi démontrés dans différentes études internationales. Les mouvements périodiques de jambes, le syndrome d'urgence au repos, ce sont des étiologies possibles aussi de somnolence diurne excessive et auquel on doit penser surtout lorsqu'un malade ne va pas s'améliorer sous PPC, un malade qui a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y a les autres troubles primaires d'hypersomnie, en particulier la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique, qui sont des causes fréquentes mais qui sont rarement diagnostiquées en pratique. Et puis parfois l'insomnie chronique peut constituer une cause de somnolence diurne excessive. Donc on a vu comme étiologie, seconde étiologie, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc on va en parler par la suite, c'est l'objet du certificat principal. Et puis vous avez les troubles du rythme circadien. Et on a parlé du travail posté. En effet, le travail posté, c'est quoi le travail posté? C'est le travail par poste aux horaires successifs et alternants. Et vous avez plusieurs rythmes de travail posté. Par exemple, le rythme 3 fois 8, et 3 fois 8 heures de travail. Le travail de nuit et tout travail entre 21h et 6h est aussi considéré comme travail posté, même s'il entre pas dans un rythme de travail posté. Et le fait de travailler au moins 3 heures par nuit, 2 fois par semaine, c'est aussi considéré comme un travail posté. Et donc, c'est pas toujours le travail qui contient une alternance. Donc, vous pouvez avoir ces 3 types de travail posté. La plainte principale chez ces personnes qui font du travail posté, c'est le raccourcissement involontaire de la durée de sommeil. Et donc, les gens qui vont travailler la nuit seront obligés de se réveiller tôt pour donner la place aux gens qui vont venir pour faire leur tour de travail la journée. Même les gens des jours qui seront obligés aussi de se réveiller précocement. Et dans les deux cas, vous aurez des gens qui vont avoir une durée de sommeil plus courte, avec un déficit de sommeil qui peut varier entre 1 heure à 2 heures par 24 heures par rapport aux travailleurs de jour qui ne fait pas de travail posté. Et donc, il y a une dette chronique de sommeil qui va s'installer, qui va être responsable de somnolence diurne excessive.
Bien sûr, pour le travail posté, il y a le risque de somnolence et de troubles de vigilance, mais il n'y a pas que ça qu'on a démontré pour le travail posté. Donc, plusieurs études internationales montrent qu'il y a autres risques, en particulier, bien sûr, le risque accidentel qui est la somnolence, les troubles cardiovasculaires, l'obésité et les modifications endocriniennes. En réalité, ces éléments-là, on les trouve aussi dans les privations de sommeil, qu'on va noter aussi dans le cadre du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais il y a des risques particuliers propres à la femme, en particulier le risque cancéreux et particulièrement le risque de cancer du sein. Et puis aussi, là, on a démontré qu'il y a un vieillissement plus rapide chez ces gens-là. On a parlé du risque accidentel dans le travail posté. Ce risque accidentel, bien sûr, existe dans toute somnolence dure excessive, mais il est particulièrement élevé en cas de travail posté. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui vont soit se réveiller tôt, éventuellement, soit arriver tard chez eux, et donc ça va retentir sur leur état de vigilance et le risque d'accident. Et en effet, dans une étude sur 126 conducteurs de train et 104 contrôleurs finlandais en horaire posté, étude publiée en 2005, on a trouvé une prévalence élevée du somnolence diurne excessive, de la somnolence diurne excessive au travail. Et là, on n'avait pas utilisé la poste, on avait utilisé une autre échelle qui s'appelle le Karolinska. Dans cette étude-là, on a trouvé que 25 à 102% des groupes terminant leur cycle par un poste de nuit avaient une somnolence diurne excessive comparé à uniquement 12 à, bien sûr toujours élevé, mais 12 à 27% parmi les groupes terminant leur cycle par un poste du matin. Et donc il y avait un risque plus important de somnolence et donc risque plus important d'accident. Pour évaluer en plus cette somnolence, il y a une autre étude suédoise, 17 conducteurs de trains suédois, publiée en 2004, et on a constaté que parmi ces conducteurs, 82% avaient une somnolence diurne excessive en comparant ceux qui ont le poste du matin, et donc dans le cas de travail posté, donc qui commence à peu près 6 heures du matin, avec un risque relatif qui est multiplié pratiquement par 5 en comparant aux sujets qui travaillent le jour sans travail posté, donc ils commencent vers 8 heures du matin. On a bien vu que le travail posté est un facteur de risque majeur de somnolence diurne excessive. Et bien sûr, cette somnolence diurne excessive constitue un risque d'accident aussi bien de route que de travail, et particulièrement dans le cadre de travail posté. Et dans différentes études, on a montré que le risque d'accident est plus important que par rapport aux autres facteurs de risque de somnolence diurne excessive. Dans cette étude-là, qui a été publiée en 2005, on a démontré que l'accumulation de plusieurs nuits de travail successives va augmenter le risque d'accident, qui se trouve majoré. Et donc, on a calculé le taux de majoration du risque d'accident au fur et à mesure dans les nuits, et dans le schéma qu'on a ici à histogramme, vous voyez que dans la première nuit, il n'y a pas de majoration de risque. Dans la deuxième nuit, ce risque est majoré de 6%, puis 17% troisième nuit et 36% lors de la quatrième nuit. Donc un risque majeur d'accident et d'engagement de pronostic vital. Il n'y a pas que les troubles du sommeil primaire, mais aussi les troubles du sommeil secondaire associés à la somnolence diurne excessive. Donc il y a plusieurs toxines industrielles comme les métaux lourds et les toxines organiques qui ont été incriminées dans la somnolence diurne excessive, mais qui peuvent parfois causer aussi une insomnie. Les personnes qui travaillent dans les milieux industriels avec des produits chimiques toxiques, ces toxines peuvent également provoquer des perturbations systémiques telles que l'altération de la fonction rénale, hépatique, hématologique
Et il peut y avoir aussi une altération de la conduction nerveuse qui pourrait être incriminée dans cette somnolence diurne excessive. Donc on a vu les étiologies toxiques, telles que les toxines industrielles, les toxines organiques, l'alcool. Il y a aussi les causes médicales générales, en particulier l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, les perturbations électrolytiques, l'insuffisance cardiaque, l'anémie grave, certaines causes endocrines, telles que l'hypothyroïdie, l'acromégalie, le diabète, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. Toutes ces pathologies-là peuvent s'accompagner de somnolence diurne excessive. Puis il y a les étiologies psychiatriques, et particulièrement la dépression, qui est une étiologie de somnolence diurne excessive, à côté de somnolence psychogène. Puis il y a toutes les causes neurologiques, et vous voyez ici une liste de causes neurologiques, parmi lesquelles des tumeurs, des lésions vasculaires, des lésions post-traumatiques, certaines maladies telles que la sclérose en plaques, les hypersomies d'origine infectieuse, telles que la maladie du sommeil, la trypanosomiase cérébrale, les troubles neurodégénératifs, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Et dans cette maladie de Parkinson, on a beaucoup de troubles de sommeil, l'atrophie systémique multiple, la dystrophie myoclonique et d'autres troubles neurologiques qui peuvent s'accompagner de somnolence diurne. Enfin, il faut connaître les causes médicamenteuses, les médicaments hypersomniants, si on veut dire. À leur tête, on a les benzodiazépines, les hypnosiques aussi non benzodiazépiniques, tels que le phénobarbital, le zolpidem, les antidépresseurs sédatifs, tels que les tricycliques, les antipsychotiques non benzodiazépiniques, les anxiolytiques, les antihistaminiques, les stupéfiants, les analgésiques, y compris le tramadol, les bêta-bloquants, et on avait parlé des toxines et de l'alcool. Et donc, il faut connaître ces étiologies pour le diagnostic différentiel de la somnolence diurne excessive lorsqu'on la note chez les patients qui ont des troubles respiratoires du sommeil ou lorsque ces malades-là, on les met sous traitement PPC et qu'il y a ce qu'on appelle la somnolence diurne résiduelle. Donc, il faut connaître ces étiologies secondaires.